Alors, bon, j'ai la dure tâche après des introductions diverses et qui montrent à quel point il y a de nombreux sujets, d'essayer de synthétiser un petit peu cette nature près de chez soi, en la déformant un petit peu, peut-être en parlant trop de nature en ville. Alors je m'excuse, mais finalement on va parler d'un sujet qui est finalement complexe. Alors je contredis peut-être un petit peu M. Joly, mais c'est peut-être pour moi la forme de biodiversité la plus complexe à analyser. Elle paraît effectivement proche de nous et relativement simplifiée, mais pour tous les écologues qui essayent d'étudier la biodiversité en ville, on se rend compte que c'est un écosystème qui est très divers, plus encore que les milieux qu'on rencontre dans le milieu rural. Alors peut-être que parfois dans le beau Morvan, on trouve aussi des milieux très diversifiés, complexes à analyser, mais la ville est en mouvance, c'est un écosystème qui bouge beaucoup. On est vraiment aujourd'hui encore aux prémices de la connaissance de ce milieu-là. Alors on connaît tous les pigeons, les espèces communes, mais on imagine très mal leur fonctionnement, leur reproduction. L'Université de Bourgogne-sur-la-Ville pourrait nous dire à quel point la ville est encore vraiment à explorer. Alors, c'est un habitat en expansion. Vous vivez tous en ville, vous voyez bien que vos villes grandissent, et nous, en tant qu'écologues, on a tendance à analyser la taille des milieux, leur superficie, et aussi de parler de leur état de conservation. Donc, si on commençait par parler de l'état de conservation de ce milieu-là, il se porte bien, aucun souci, et si on essaie de démontrer que c'est un habitat remarquable, on peut dire qu'on est avec un avenir très ouvert. Alors 5% du territoire français est artificialisé d'après l'inventaire Corinne Vancouver, l'inventaire satellitaire. Il faudrait presque mettre des guillemets partout à des pourcentages, parce que quand vous regardez les travaux de l'INRA, les travaux du CERTU et de beaucoup d'enquêteurs, on a beaucoup de mal à chiffrer exactement ce que c'est que la surface artificialisée en France. Les statistiques ne sont pas vraiment évidentes. Il y a encore aussi de ce côté-là un manque de recul. Donc 5% de territoire fermement artificialisé et les chiffres que vous entendez régulièrement parler, 60 000 hectares qui s'urbanisent chaque année. Vous avez entendu évoquer ce département qui s'urbanise tous les 10 ans. C'est à peu près ça, le taux de régression, on va dire, de l'espace rural. Je dirais pas espace naturel, l'espace rural. Donc l'enquête d'Eruti-Lucas, sur la période 94-2004, voilà la fameuse référence. Les zones artificialisées croissent de 16% par an. On croît de 16% de 94 à 2004. Pardon. Alors le tissu urbain, c'est donc 1,6% de croissance, mais ce qui croît le plus, ce sont avant tout les zones industrielles, plus 6%. On a parfois tendance à croire que ce sont les maisons et les jardins. S'il faut se détromper, on a surtout affaire aux grandes zones industrielles et zones commerciales. Les espaces verts au sein des territoires déjà urbanisés régressent. On pourrait se dire que ça fait partie des espaces qui se maintiennent. Il y a quand même malgré tout l'observation d'une légère régression. Donc cette nature en ville, on peut dire elle régresse de par la densification de la ville, qui par contre sur la périphérie va s'étendre de manière très peu dense. Donc globalement, le territoire urbain se désintensifie, est moins dense, mais le cœur de ville se densifie. Donc vous imaginez bien, là on a affaire à un milieu qui bouge, qui évolue. Les chiffres pour la Saône-et-Loire nous montraient qu'on avait donc une part importante d'espace qui est pris sur l'espace rural. C'est près de 37% donc, en Saône-et-Loire de territoires qui sont conquis par, au sein des espaces urbanisés, on touche 37% d'espaces cultivés. Alors, cette part urbanisée accumule de plus en plus de citoyens. On parle beaucoup de migration, de retour à la terre, mais ça c'est un phénomène de société qui touche une certaine couche de société et qui est mineur. Donc on continue encore, malgré le fait que les grandes exodes rurales ne s'observent plus, à avoir une densification de la ville en termes d'individus. Donc c'est un habitat qui s'étend et qui a peu d'habitants, en tout cas d'habitat humain. Alors pour la France, donc 50% des Français vivent sur moins de 10% du territoire, et pour la Bourgogne, c'est 66% des Bourguignons qui vivent en milieu urbain, comparé aux 82% au niveau français. Donc on est quand même, malgré tout, un territoire plus rural que la moyenne des régions françaises. Alors, cette carte vous montre la progression de 69 à 99, donc en 30 ans. Des territoires dits des aires urbaines, excusez-moi, selon la définition de l'INSEE. Donc c'est repris dans le rapport du Conseil économique et social régional en 2011. Pour ceux qui peuvent lire ces rapports très intéressants.
de voir à quel point cette Bourgogne qu'on imagine bien rurale, au titre de l'INSEE, à savoir quand on recense toutes les communes où plus de 40% des habitants, donc, ou au moins 40% des actifs travaillent dans une zone urbaine, ça représente l'équivalent de 1/3 des territoires bourguignons. Donc vous voyez, ce territoire, du point de vue de la population urbaine, je ne parle pas du territoire urbain, mais de la population urbaine, voilà l'extension en 30 ans, donc vert foncé au vert clair pour vous montrer la progression. Donc la Bourgogne n'échappe pas à un phénomène qui est national. Ensuite, il faut se lever retirer quelques idées reçues. 2/3 des maisons neuves actuellement sont construites hors lotissement, encore. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, 2/3 des maisons se construisent de manière entre guillemets un peu libre, donc sur des territoires où il n'y a pas d'urbanisation planifiée. Et ce type d'habitat est 14 fois moins dense que l'habitat dit planifié urbain. Donc vous voyez bien cette consommation à quoi elle est liée. On parle souvent des lotissements, vous savez, on les incrimine beaucoup ces lotissements. Alors effectivement, ils ne sont pas toujours parfaits, mais malgré tout, ils représentent une forme d'habitat qui éviterait un petit peu cette diffusion que vous observez. Alors, comment caractériser si on était, mettons, allez, je suis devenu un cerf, je suis intelligent, je suis brillant, et j'analyse l'habitat de l'homme. Voilà. Et j'ai renversé, c'est la nature qui incarne l'homme. Donc, analysons l'habitat de l'homme. On va se transformer en écologue, on va essayer de le structurer. Tout à l'heure, l'INSEE, vous voyez, les chiffres étaient liés au déplacement et au lieu d'activité de l'homme. Là, on est plutôt en train de regarder son habitat de vie à l'échelle géographique, et on va donc le cloisonner, on va essayer de comprendre. Alors, d'une manière un peu théorique, en zonation concentrique, pour ceux qui connaissent, donc on va du cœur de ville à l'extérieur, on imagine une ville qui croît comme une sphère, comme un cercle qui s'accroît. Bon, c'est très théorique, mais mine de rien, c'est une représentation utile. Alors, le centre urbain, comment le qualifie Philippe Clergeau, donc un des grands professeurs du muséum qui travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans? Définition que le centre urbain, de manière peut-être artificielle, mais c'est un seuil statistique intéressant. Vous avez moins de 15% de la zone qui peut se retrouver en végétation, donc le reste du sol est occupé par, on va dire simplement, le béton. Le péricentre urbain, c'est là où vous êtes à moins de la moitié, donc à peu près 40% d'espace végétalisé. Ça fait déjà beaucoup d'espace vert. Le territoire urbain, on va définir un seuil à 70%, et la périphérie de ville, c'est lorsque les sols non artificialisés sont autour de 80%. Ensuite, quand vous éloignez, on va pas toujours prendre des qualificatifs, on va parler du territoire périurbain émietté, lorsque vous avez une organisation un peu anarchique. Satellitaire, là vous commencez à avoir des petits satellites de communes, ou réticulaires, c'est-à-dire le long des axes. Voilà, donc là, on peut commencer à mettre des noms, à commencer à avoir des termes qui nous font qu'on pourra étudier cet habitat et reproduire les études d'un territoire à l'autre. C'est pas fait aujourd'hui, hein. Mais au moins les concepts arrivent. Ces concepts-ci, ils arrivent au début des années 2000, c'est encore tout récent. Maintenant, il faut que les méthodes se reproduisent d'une ville à l'autre pour qu'on puisse commencer à caractériser l'habitat de l'homme, faire cette forme de phytosociologie, on va dire, appliquée à l'humain. Alors, si on va plus loin pour essayer de concevoir cet habitat où on trouve la nature près de chez soi, il faut aussi descendre jusqu'au hameau, aux habitations diffuses. Et là, donc, au final, de 5% d'espace urbanisé, vous êtes à près de 20% du territoire qu'on va considérer comme urbanisé, où les espèces liées au milieu urbain sont entre guillemets dominantes. Alors, les écologues qui sont dans la salle peuvent bondir, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est là où les espèces urbanisées s'observent couramment, fréquemment, voire plus que les espèces rurales. Donc cette notion d'écosystème urbain et périurbain, on se rend compte qu'on très vite on arrive à une limite. Où commence la ville, où elle termine. Il est clair que dans l'urbain, on sait encore, une fois qu'on est au niveau du périurbain, cet état réticulaire est tout encore dans l'urbain. On va laisser les scientifiques débattre longtemps, mais cette nature près de chez soi, finalement, donc elle occupe un territoire immense. Je reprends la carte des zones urbaines d'après la circulation des populations. Finalement, on y arrive presque, si on considère l'écosystème urbain à l'échelle de la Bourgogne. Alors, cette biodiversité, ok, on a fait ensemble une approche géographique. Maintenant, il faut regarder peut-être encore de plus près. Le géographe a défini des territoires, et si on analyse cette ville, qui était relativement dense finalement au 18e, 17e, peu étendue, elle s'étend
Et on observe, avec la culture, en tout cas européenne, un certain temps le développement, la mode, entre guillemets, du parc urbain, du jardin. Donc là, on est en plein 19e. Ensuite, au 20e, c'est une mode qui s'arrête un petit peu. Bon, vous savez, deux guerres mondiales, des limites dans la croissance des villes, mais une certaine forme d'exode rural qui s'est un peu limité. Et petit à petit, vous avez une ville qui va à nouveau reconnaître un rebond après la Seconde Guerre mondiale, et voir une organisation différente, une village qui croît vite, et qui a finalement plus d'espace libéré pour la nature. Ça peut paraître paradoxal, mais on a peut-être donc une nature, une ville qui croît plus, mais plus mixtée avec des espaces verts ou avec des espaces en friche. Vous avez donc une désindustrialisation qui s'installe. Là, vous êtes dans la seconde moitié du XXe siècle, après les 30 glorieuses, comme certains diraient, les 30 piteuses. Donc une désindustrialisation du territoire européen, et français notamment. Et vous êtes sur un système où finalement, la friche s'invite dans la ville beaucoup plus qu'autrefois. Et là, la nature rentre à nouveau, voire jusqu'au cœur où nous avions autrefois des industries. Il faut voir qu'aujourd'hui, on est sur un territoire où finalement maintenant, le cloisonnement de la ville est encore plus intense qu'autrefois. Autrefois, avec les moyens de déplacement que nous avions, l'industrie, l'espace vert était dans la ville. Maintenant, on va être en périphérie des villes. On va aussi séparer les couches de société. Donc là, je déborde de la biodiversité, mais analysons toujours cette écologie. L'être pauvre qui habitait dans les derniers étages, dans les combles, on va dire, dans les chambres de bonne, comme on disait dans les bâtiments haussmanniens, ben, on les met plutôt à la campagne, entre guillemets, ce qu'on appelle désormais la banlieue. Donc on est en train de cloisonner dans l'espace les populations plus ou moins aisées dans certains territoires, là où il fait beau, là où les pollutions des fumées n'arrivent pas, donc entre guillemets, population riche à l'ouest, et sous la pluie, sous les fumées d'usines, on met les populations plus pauvres. C'est une zonation qu'on retrouve dans beaucoup de villes en France. Donc ce milieu se stratifie dans l'espace et non plus à la verticalité. Alors, s'il faut descendre encore dans l'analyse de ce milieu et aller plus loin, donc oublions l'homme, revenons sur la biodiversité, l'habitat humain au niveau des micro-milieux, donc les jardins privatifs, les potagers, donc le jardin ouvrier en périphérie, développé pour l'occuper. Vous savez bien, les potagers n'étaient pas faits que pour nourrir, c'était aussi pour détourner l'ouvrier de l'alcoolémie. Il fallait occuper l'ouvrier, ça c'était une culture. Il y avait aussi le bon père de famille, industriel, qui s'occupe, on va dire, de ses ouvriers. Vous avez ensuite une industrie qu'on éloigne de plus en plus, l'industrie qui devient risquée, on la met loin de la ville, autrefois elle était près de la ville, et quand vous avez des accidents malheureux comme AZF, on se pose de grandes questions. Faut-il que l'usine soit loin de la ville, que l'on soit protégé de la ville, mais alors en ce moment-là, il faut que les ouvriers se déplacent, qu'on déplace les axes routiers et qu'on fait croître les axes routiers. Et à ce régime-là, finalement, la plus grande consommation des espaces ruraux, c'est lié aux axes routiers, 47% au final. Donc vous voyez, la maison ne représente pas tant de choses que ça, l'industrie et les commerces s'occupent beaucoup, mais au final, dans les 30 dernières années, avec on a revisité l'espace urbain, et les espaces de déplacement consomment énormément d'espace. Alors heureusement, ils ont leurs aménités aussi, les délaissées routières, les espaces libérés par les voies ferrées, les bas-côtés, comme on dit. Donc vous voyez ce milieu qui peut paraître simple parce qu'on vit au quotidien, ce milieu bouge dans l'espace et devient difficile, mais alors la nature, c'est toujours réagir. Alors caractériser, comme je viens de le faire ici, là c'est vraiment très rapide, certains vont trouver ça très court, il faut en faire vraiment une matinée entière. Je vous ai brossé un aspect rapide. Cette biodiversité, elle peut avoir énormément de visions. Ici, il y a peut-être autant de visions qu'il y a de personnes présentes dans la salle. Allez, essayons encore de cloisonner l'homme. Mettons l'architecte. Je ne fais que reprendre une très très bonne revue faite par Alter, pour ceux qui connaissent, Repère. Je ne fais que paraphraser, je n'ai aucun mérite à cet exposé. Prenons l'architecte, le premier qui fait l'habitat de l'homme. Là, on va y avoir une cuisine, une salle de bain, un jardin. Bon, cet architecte donc, contribue énormément à cette biodiversité près de chez soi. Il va avoir une vision, mais il n'est pas là pour héberger une chauve-souris, un pigeon ou je ne sais quel mulot. Mais il va par contre voir un toit végétalisé. C'est très à la mode aujourd'hui, ce toit végétalisé, épais, qui a des vertus énergétiques, qui nous permet d'isoler nettement mieux qu'autrefois. Et là, c'est un toit végétalisé, il y a une notion énergétique, il y a une notion derrière, mais la biodiversité n'y est pas forcément. On va vous dire qu'il y a des petites espèces dessus, des plantes trasulescentes, mais on ne se pose pas la question de la biodiversité. Est-ce que cette plante trasulescente fait partie de la biodiversité de la ville? Oui, elle va le faire à terme.
Mais réfléchissons-nous à quelle espèce on va implanter sur le toit, on n'y est pas encore. Donc de là, la nature est un support, est un ingrédient, mais n'est pas encore une biodiversité acquise. L'architecte n'est pas là pour préparer la nature d'une biodiversité pérenne. Ce n'est pas son rôle premier. Alors c'est peut-être un procès, il peut y avoir des architectes qui y vont, mais globalement, ce n'est pas le premier. C'est un premier métier. Derrière, vous avez l'urbaniste. Lui, il organise les maisons, il organise les routes. Alors bien sûr, au contact des décideurs, de ceux qui décident la ville, au contact des citoyens qui sont amenés à contribuer, mais cet être-là, cet être animal, hein, si on le considère comme un animal dans un milieu naturel, ben, il va réfléchir en termes de coulée verte, de coulée bleue. Hein, on parle de la coulée pour les sangliers, mais là il y a la coulée verte pour l'homme, il y a la coulée bleue pour l'homme. Les espaces boisés, classés pour l'homme, pour le paysage aussi, parce qu'on y trouve un intérêt. Donc là, l'urbanisme va avoir de fortes références à la fonctionnalité. On est dans le domaine de l'eau, du végétal, au contact de la ville. Donc cette ville bleue qui était une mode des années 80, de refaire couler l'eau dans les villes. On peut voir ça à Brest, où on recrée des cours d'eau dans une ville où il n'y en avait plus, où on décloisonne, où on réouvre les cours d'eau. Maintenant, on est dans une notion qui arrivait du train bleu, hein, j'y arrive, et on est plus dans la fonctionnalité de la biodiversité. Mais pour l'urbaniste, on n'y était pas, et encore il y a très peu de temps. L'approche du naturaliste, hein, il y en a de nombreux dans la salle. Bon, vous allez voir une nature altérée, une nature maîtrisée, une nature très contrôlée, et de là, peut-être une nature à préserver. Ça, c'est aussi une vision qui s'exprime dans la ville. Puis arrivons au citoyen, celui qui vit dans la ville. Avant, on était sur 3 personnes qui peuvent peut-être concevoir leur place dans la ville. Maintenant, le citoyen, lui, il a de très très multiples aspirations qui sont liées à sa culture, donc avec des demandes de nature très très variées. Souvent une demande de nature sécurisée, une nature qui nous plaît, pas la nature qui nous embête, pas la ronce, hein, mais la ronce qui ne pique pas. On peut trouver des rubus, hein. Dans les milliers de variétés de rubus, on en trouvera qui ne piquent pas, qui peuvent se caresser, mais c'est pas forcément facile à trouver, donc, et on ne sait pas que les ronces qui ne piquent pas existent aussi près de nous. Donc cette nature, on va en avoir de nombreuses représentations. Cette friche qui fait sale, où pourtant l'entomologiste a trouvé tous les papillons qu'il recherche. Donc je passe très vite, hein, je prends déjà de retard sur mon exposé, mais on a donc de nombreuses visions. L'espace de détente, hein, quand on regarde les études qui ont pu être menées dans les années 2000, parce que c'est depuis le début des années 2000 qu'on commence à s'intéresser à la demande sociétale de la nature en ville, on se rend compte, quand on étudie le Grand Lyon, que la première demande sociale, c'est le square. Le square à moins de 200 mètres. Dès que le square se trouve à plus de 200 mètres, vous avez déjà un quart des Lyonnais qui ne vont plus dans le square. Par contre, la demande sociétale pour les espaces verts de grande dimension, on se rend compte que là, 90% des Lyonnais vont y aller. Donc il n'y a pas les mêmes demandes sociales en fonction de la taille de l'espace de nature en ville. Et on se rend compte qu'en étudiant les personnes, on va commencer à avoir donc une différenciation dans les esprits de l'usage des lieux. De même que la grande couronne, elle va être exploitée aussi par le Lyonnais, mais le Lyonnais il va y aller pendant 2 jours, là où il consacre en moyenne une demi-journée dans le grand parc, et là où il consacre à peu près une demi-heure dans le square. Donc des usages, cet animal va exploiter de manière très variée ces espaces naturels qui peuvent se ressembler, si ce n'est qu'ils sont de dimensions différentes et d'une accessibilité différente. Donc je crois que l'ONF avait fait des études, je vois le René qui sourit en fin de salle, mais les mêmes études ont été faites. Lorsque l'on met une poubelle à un parking en forêt, on voit que la fréquentation moyenne c'est 200 mètres autour. À Lyon, c'est le square à plus de 200 mètres, on n'y va pas. Bon, pourtant c'est plus facile que de se balader en photo. L'approche du gestionnaire d'espace public. Alors le gestionnaire, lui, il est face à toutes ces demandes sociales. Il va être face à l'architecte qui a sa culture, l'urbaniste qui a sa culture, le naturaliste qui a la sienne. Les trois peuvent amener des éléments de décision, les citoyens vont avoir des revendications, des attentes. Et bien, le gestionnaire, le décideur, lui, il est face à tout ça. Et il a aussi une obligation de nature maîtrisée et gérée, parce que là, il aborde des notions de coût de gestion. Hein, cette nature en ville, elle a un coût. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Tous ceux qui sont élus dans la salle le savent, un espace sans coût, ça n'existe quasiment pas. Sauf que c'est un espace où on a fait un choix de délibérément laisser la nature s'exprimer. Or, la ville, on ne lui laisse pas cette possibilité-là, ou très peu. Parce qu'une nature qui s'exprime, c'est parfois une nature non maîtrisée, où l'homme va aussi créer un territoire de non-droit. Alors on n'est plus au Moyen-Âge en imaginant que la forêt est le lieu le plus mal fréquenté, mais malgré tout, en ville, on retrouve ce problème de risque social ou risque tout court de l'arbre qui tombe. Qu'est-ce qui se passe au titre du droit? Comment les assurances indemnisent ou n'indemnisent pas? Et là, on arrive encore une fois à une notion importante
qui fait que la nature en ville, il ne s'agit pas que d'y trouver des belles espèces qui nous plaisent à tous, comme on est dans la salle. Alors, au-delà de ces visions, allez, lâchons-nous un peu. Je vous écris des énormes banalités, des lapalités sur cette diapositive, mais il faut bien les écrire à un moment ou à un autre, donc j'assume. La nature et la ville sont constamment mêlées. Donc on l'a vu avec les statistiques tout à l'heure, que ce soit les normes de l'INSEE, les normes des géographes, on ne sait pas où la ville se termine au final. Bon, mettons, c'est un fait. Campagne et ville se mélangent, ville, village se mélangent, un mot. Bon, peu importe aujourd'hui, c'est la nature près de chez soi, on traite tout ça. Un mythe. La ville serait une chance pour la nature. Il y a plus d'abeilles en ville. Tiens, bon, pourquoi pas. Moi je n'ai pas de chiffres, c'est un terme qu'on retrouve tout le temps. Mais en vérité, là, par ce type d'expression, on est plutôt en train d'opposer la ville à une agriculture intensive, à des grandes plaines cultivées. Oui, effectivement, dans ce que certains appellent l'agro-désert, on trouve moins d'abeilles. On les trouvera peut-être plus en ville, là où voilà, elles auront la chance de trouver plus de jardins. Pour autant, les abeilles en ville sont-elles pérennes? Robert Guettan, illustrateur dans la salle, qui fait aussi des abeilles, qui disait que cette année, elles ne se portent pas terriblement. Les abeilles de l'Adrial, avec de l'Inde, notre miel cette année n'est pas extraordinaire. On est très faible récolte, et pourtant on a fait de la fauche tardive à l'Adrial, on a essayé de faire le maximum de choses, et il y a plein d'autres paramètres, la météo notamment. Alors, la ville, une chance pour la nature, pourquoi pas? Si on voit une autre nature, cette ville qui croît, qui peut-être plus nature qu'actuellement. Alors, l'expansion de la ville se fait au détriment des milieux naturels et semi-naturels. Ah oui, c'est aussi une belle palissade. Vous avez une maison, vous n'avez plus une forêt, vous n'avez plus une pelouse calcaire. Lorsque vous avez un phénomène comme on observe dans Lyon, où des buttes calcaires non exploitées par l'homme, on a désormais des projets de lotissement. Des lotissements pour mettre des personnes âgées. Je ne sais pas si les élus de Lyon sont présents, mais oui, Madame Laporte notamment. Alors pourquoi pas faire un centre pour personnes âgées sur une butte calcaire de Lyon? Bon, c'est une certaine forme de représentation de la société. On met toutes les personnes âgées dans un même lieu, loin de la ville, comme ça elles ne vont pas partager avec les personnes jeunes, qui vont devoir se déplacer avec un bilan carbone, comme vous savez. Ben là, on est peut-être sur un choix de société qui est peut-être pas durable, où on éloigne, on cloisonne la société, et puis on met ça sur un milieu naturel, une belle butte calcaire qui contribuait à la trame verte. Donc la trame des pelouses calcaires de la côte de Meuse dans le nord de Lyon. Voilà. Donc ça c'est juste un exemple, hein, excusez-moi, je suis peut-être un trait un peu caricatural, mais c'est un exemple qui nous amène à repenser peut-être aussi notre forme d'urbanisation, et notre forme de société humaine, et pas uniquement pour les oiseaux ou les petites plantes. Alors, les territoires ruraux servent souvent de réservoir. Si Bruno Febvre était là, il nous raconterait que les études sur le merle à Dijon, on se rend compte qu'on a beaucoup de merles à Dijon, ils se reproduisent. Et quand on recapture les merles l'année d'après, on se rend compte que finalement, la plupart des merles qui sont recapturés à Dijon, M. Fauchot me contredira peut-être si on a d'autres chiffres, mais les merles qui viennent se reproduire à Dijon ne sont pas les merles qui sont nés à Dijon l'année dernière. C'est avant tout des merles qui viennent de la périphérie de Dijon. Donc on a peut-être beaucoup de merles à Dijon, mais il y a une très très forte mortalité hivernale, il y a un très fort prélèvement par les chats, il y a aussi un problème alimentaire. Et on voit que cette ville, finalement, on y trouve des espèces, mais ces espèces ne sont pas forcément pérennes en soi. Heureusement que le réservoir se trouve autour. Et je ne voudrais pas non plus violer les intervenants qui arrivent après avec toutes leurs informations. Alors, dans cette nature qui est près de chez nous, Philippe Clergeau et son équipe du Muséum Naturel ont tiré les grands traits. Alors, c'est peut-être pas vrai pour tous les groupes de faune et de flore, mais ces espèces sont parfois présentes en très grand nombre, mais il s'agit avant tout d'espèces communes, d'espèces dites généralistes, généralistes en termes de milieu, souvent des espèces forestières ou de lisières, et des espèces qui ont un régime omnivore opportuniste. On n'y retrouve pas toute la faune et la flore. Cette diversité qu'on peut avoir dans de nombreux milieux ruraux ne se trouve pas systématiquement en ville. Et globalement, quand on regarde des études au niveau mondial, on arrive à une forme d'homogénéisation de la faune et de la flore dans toutes les grandes villes. Donc cette forme de mondialisation qu'on peut retrouver dans certains modes de culture, dans certains modes de pensée et de consommation, se retrouve aussi peut-être dans la nature. Alors, est-ce une forme d'anthropisation de la biodiversité? Excusez, mais j'ose faire le parallèle. Alors, la ville aussi est un des principaux facteurs des espèces introduites, voire des espèces invasives, hein, en plus des ports et des grands axes de circulation. Alors, bon bah voilà, je n'ai pas échappé à mon défaut, je m'excuse. Mais vous aurez votre pause. Alors,
Même avec un fort taux d'espace vert, les villes se caractérisent par une nature très maîtrisée, ça c'est aussi une belle palissade. Mais positivement, Madame Lapôtre, Nicolas, tous ceux qui ont participé à l'étude de la trame verte et bleue le savent. En Bourgogne, par exemple, nous avons 71% du territoire bourguignon où la nature circule, et en dehors de quelques axes bloquants au niveau urbain, notamment le grand axe qui va de Dijon à Mâcon, le grand axe urbanisé donc de la Saône, on a globalement des territoires où ça circule et on a encore de très nombreux réservoirs de biodiversité. Donc je mets quand même une petite touche positive à la fin. Alors, maintenant, face à cette diversité de types d'habitat, la diversité des milieux et le constat d'une nature qui est quand même très maîtrisée et difficile à appréhender, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut bien sûr qu'on partage en matière de société et qu'on donne une valeur, une reconnaissance à cette nature pour qu'on s'y intéresse. Donc c'est bien, l'homme ne donne un intérêt à une chose que s'il en tire une certaine valeur. Alors on aborde des approches un peu philosophiques, je n'aurai pas du tout le temps de développer cela, mais on est bien sur des démarches où on est en train de choisir une forme d'anthropocentrisme, une nature tournée autour de l'homme, une société qui s'axe sur l'homme. Alors on a tous dépassé ça dans la salle, mais explorez vos voisins, allez voir un petit peu autour de vous, peut-être qu'on a encore parfois une vision du monde très tournée sur l'homme parfois. Alors, une autre approche, une approche biocentrée où on donne une valeur intrinsèque et religieuse à la nature. Bon, est-ce qu'on y est? Pourquoi pas? Certains d'entre vous peuvent y être. Mais actuellement, quand on regarde toutes les productions qu'on trouve en termes de bibliographie, en termes de choix politiques, on est bien sur une approche éconcentrée de la société, où on situe l'homme dans un habitat, l'homme dans la nature, mais on a besoin, pour traiter de la nature, de mettre une notion de ressources. C'est indépassable aujourd'hui. Alors, je ne vous appelle pas à rentrer en religion, mais il est clair et net qu'aujourd'hui, si on veut que la chose passe, il faut parler de ressources. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas besoin de ce terme-là. Écoutez, nous, on en a tous besoin, et d'ailleurs, je travaille au service patrimoine, ressources et patrimoine. Le choix n'était pas innocent. Pour revenir en arrière. 2 minutes. Ah. Alors, j'oublie toutes les notions de ressources. Allez lire cette revue qui vous amène vers d'autres revues, vers d'autres ouvrages. Et imaginez juste une chose pour que notre sujet de la nature en vie passe. Il ne s'agira pas de définir quelle nature est-ce, mais de savoir quelles sont les valeurs instrumentales qu'on lui donne, en cloisonnant, encore une fois, parce qu'on a besoin d'étudier, mais en séparant ce qui relève des services d'approvisionnement, donc tout ce qui permet à l'homme de vivre, aux services culturels, pédagogiques, récréatifs, ce qui ne se mesure pas de manière économique, mais qui peut se chiffrer, aux services de régulation et aussi aux fonctions de base. Alors, la culture, la pédagogie, la récréation, vous connaissez, la régulation, vous connaissez parfaitement, je passe, je vous apprends rien. Les fonctions de base, là, c'est une notion, c'est la nature qui permet à la nature de se maintenir et d'apporter tous les autres services. Voilà donc une forme très cloisonnée des intérêts de la nature. Voilà. Pour aller vite, alors le contexte, Hugues a pu l'expliquer tout à l'heure en introduction. Retenez une chose, 92, Rio, on ne parle pas encore de nature en ville, on parle de biodiversité. En 92, c'est quelques années après la définition par les scientifiques américains et anglo-saxons, globalement, du terme biodiversité qui apparaît dans les années 80. 92, on en fait un sujet de société au niveau international. Aux 10e conférence des partis, en 2010, donc vous imaginez, on est comme 18 ans plus tard, on est en train de revoir tout ça. L'échéance d'arrêter l'érosion de la biodiversité à 2010 au niveau international, on a réalisé qu'en tout état, dans tous les États du monde, on n'y a pas réussi. Donc, conférence de Nagoya, à la préfecture d'Aichi, je précise, parce que c'est des deux termes à retenir, la ville de Nagoya, donc la préfecture de la région d'Aichi au Japon. Vous avez là une émergence d'une vision à 2050 de la biodiversité dans le monde, des stratégies à développer, donc un plan stratégique est mis en place pour 2011-2020, avec les 20 grands objectifs dits d'Aichi. Alors c'est peut-être du pinaillage, mais ça génère ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, ça génère la stratégie régionale pour Finlande. On va donc de l'international au régional. Et en parallèle de cette conférence, dont on a quand même pas mal parlé,
On a beaucoup moins parlé du sommet sur les villes et la biodiversité, qui, elle, a terminé par l'adoption d'un plan stratégique pour les villes et les autorités locales, donc les collectivités, d'ici pour 2011-2020. Donc sur 10 ans, un plan stratégique avec un indice de Singapour. Là, je vous fais voyager dans le monde. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que la biodiversité, c'est un sujet mondial au niveau des conventions. L'indice de Singapour qui permet de mesurer cette biodiversité. Alors, on va regarder tout à l'heure, mais de manière très simplifiée, mais utile, pour voir si tous les États du monde et les collectivités avancent de la même façon. Alors, on arrive au niveau national avec le plan Restaurer et valoriser la nature en ville, que je vais présenter très très vite. Et donc la stratégie nationale pour la biodiversité validée en 2011, qui s'applique d'ici à 2020, et à laquelle on espère des meilleurs résultats. Donc c'est une stratégie qui devait, elle, comme dans tous les autres États membres signataires de la CDB, à stopper l'érosion de la biodiversité en 2010, ce qui n'est pas le cas. Et on arrive donc à la stratégie régionale pour la biodiversité, présentée par Mme Apôtre, donc travail entre l'État et la région Bourgogne notamment, mais avec tout le monde, puisque c'est une stratégie partagée. Voilà donc indice pour le Singapour. Bon, pourquoi Singapour? Parce que la ville de Singapour avait développé une politique ancienne pour essayer de mesurer sa biodiversité. Mais je sais que c'est pas une ville très végétalisée dans son cœur. Là, 25 indicateurs autour desquels les collectivités, on peut tomber d'accord. Alors, des indicateurs très simples, très critiquables. Daniel Suruc pour rebondir, s'il voit la faiblesse de certains indicateurs. Mais c'est déjà une première base. Alors, je ne vais pas vous les j'ai pas le temps de les exposer, les 25. Non, pas du tout. C'est fini. Alors, 25 microsecondes pour. On vous enverra dans les comptes rendus, bien sûr. Superbe plaquette pour une nature, encore un coup. Le détail de ces indices. Et alors, ces indices ne satisfont pas tout le monde. Ils sont intéressants à l'échelle, on va dire, d'une collectivité. Après, lorsque vous voulez des indices de biodiversité en ville, il faut descendre beaucoup plus bas. Je vous en ai cité un, l'IFI, l'indice de diversité taxonomique. Alors lui, il est intéressant parce que sur un territoire donné, dans la ville, vous allez mesurer le nombre d'espèces, la rareté des espèces, vous allez analyser l'indigénat des espèces, sont-elles indigènes ou pas, et leur typicité, c'est-à-dire est-ce que ces espèces correspondent au milieu concerné. Et si vous commencez à travailler à l'échelle de votre ville, rassurez-vous, très peu de villes le font, c'est tout neuf, c'est 2008. Donc laissons le temps scientifique de nous donner les outils, mais là vous pourrez commencer à étudier la biodiversité en ville et on pourra enfin parler d'une biodiversité mesurée. Je passe sur les autres indices. Les plus ornithologues, vous avez le stock, le suivi temporel des oiseaux communs, donc plus de 100 placettes en Bourgogne. Bon, c'est pas forcément applicable aux grandes villes bourguignonnes, mais les indices existent et on commence à pouvoir mesurer mieux. Alors, grâce à ces mesures, peut-être que dans 10 ans, on pourra se retrouver en disant où on en est, comment ça progresse. Tout à l'heure, je vous ai donné des chiffres de l'INSEE, vous aurez les chiffres des index de Singapour. Alors, on progresse en termes d'outils, les schémas de cohérence écologique, les PLU, maintenant, doivent prendre en compte la trame verte et bleue, je vais très vite, mais aussi, il est évoqué le terme de biodiversité plus largement. Si les collectivités veulent prendre en main la biodiversité, les documents comme les scopes et les PLU les y invitent. Donc, vous voyez que le droit français a évolué. La loi Grenelle 1 et la loi Grenelle 2 ont aussi apporté des éléments incitatifs, avec l'objectif que l'État soutienne le développement d'écoquartiers d'ici 2012. Bon, là, je vous mets quelques réserves. Les écoquartiers, lorsqu'on regarde les études du CERCU, on se rend compte qu'ils prennent nettement bien mieux en compte qu'autrefois les quartiers nouveaux en termes de contribution énergétique, donc des bâtiments moins énergivores, des bâtiments mieux isolés. Il est nettement mieux pris en compte de la consommation des espaces ruraux, et la biodiversité en tant que telle est très très peu étudiée, très très peu comprise. Donc le terme écoquartier ne s'applique pas encore aujourd'hui au terme réellement de biodiversité. Je vais peut-être quelques critiques pour arriver à ça. La diapo finale. Oui. Alors, n'oublions pas les agendas 21, parce que l'Idotech est présente aujourd'hui. Les réseaux de ville durable européenne, ça date des années 94, c'est quand même quelque chose de novateur. L'agenda 21, depuis 92, certaines collectivités sont engagées. Donc n'oublions pas que tout n'est pas récent. Alors, avec les initiatives actuelles, on parle maintenant de gestion différenciée des espaces urbains. Bon, ça existait déjà avant, mais le concept maintenant est écrit. Donc on choisit des modes de gestion pour les espaces verts. Certains espaces verts dédiés à la découverte, certains espaces verts dédiés au sport et d'autres dédiés à la nature. Je vous invite à mesurer dans vos villes quels sont les espaces verts réellement dédiés à la nature. La démocratie de proximité.
Autrefois, les citoyens n'étaient pas toujours autant associés. Maintenant, on voit dans les grandes villes des systèmes de forums. On parle de forums volontaires qui mettent en place les élus. On n'attend pas l'enquête publique obligée pour commencer à consulter le citoyen. On crée des lieux d'expression, des quartiers, par exemple, des mairies de quartier. Mais le citoyen, il peut aussi se réapproprier l'espace public. Les citoyens qui déneigent les trottoirs ne sont pas très nombreux, les citoyens qui arrachent les mauvaises herbes ne sont pas très nombreux. Pourtant, ils pourraient nous aider à réduire les phytocides ou l'énergie consommée pour nettoyer les trottoirs. Donc là, il y a une notion de réappropriation de l'espace public qui est à aborder et très peu de villes aujourd'hui osent, parce que faire travailler les citoyens bénévolement, c'est pas nécessairement, c'est pas très facile. Comment fédérer les citoyens autour d'une action où c'est plutôt les équipes techniques de la ville qui font. Voilà une nouvelle dimension. Ensuite, une autre dimension encore très peu explorée, celle des droits et devoirs des citoyens. Les citoyens savent-ils qu'ils ont des espèces protégées réglementairement dans leur comble? Le conservateur, la SHNA pour nous parler de la chauve-souris, de tous les problématiques que l'on rencontre de ce côté-là. Et les devoirs du citoyen, qu'est-ce qu'il doit faire et ne pas faire? Alors, la politique de la ville, elle se stabilise, se déstabilise, c'est un autre sujet. Voilà, donc on est sur un domaine très nouveau. Je citerai qu'un dernier rapport du Conseil économique et social avant que on coupe le micro. Bon, le Conseil économique et social et environnemental nous a fait un rapport vraiment intéressant qui arrive à nous parler là de la vie nocturne. Les espèces nocturnes sont abordées désormais au niveau national. On commence à réfléchir à l'éclairage, à inviter les collectivités à éclairer autrement et peut-être moins. Voilà, donc je me coupe, je me censure, des meilleures villes. Et alors, osons rêver un petit peu. Cette nature qui est près de nous, plus elle sera près de nous, plus on sera près d'elle, et que l'espèce, qui peut-être l'espèce humaine, peut-être une espèce en voie de disparition, elle est en train de vivre aujourd'hui la 6e période d'extinction d'espèces. Alors, c'est du point de vue géologique, on a pu l'analyser. La seule différence, c'est que cette 6e période d'extinction d'espèces, aujourd'hui, il y a l'homme. Au Crétacé, avec la disparition des dinosaures, entre moins 145 et moins 165 millions d'années, l'homme n'était pas là. Maintenant, cette extinction qui s'engage, l'homme y est. Donc c'est à vivre, bon, il faudra plusieurs millions d'années, mais espérons qu'on arrête ça tout de suite. Voilà. Merci Philippe.